On va, comme on a dit dans le titre, on va essayer de parler un peu de la confiance en soi, qui est une question qui revient souvent dans cette construction-là. Mais avant, je vais partir d'un autre point qui va vous sembler aucun rapport, mais après on va relier les deux sujets. C'est l'art du reproche. Comment accepter un reproche et comment aussi savoir le donner, comment le transmettre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la paracha de cette semaine, paracha de Vayechi, il y a Yaakov Avinu, le troisième des Avot, le troisième des patriarches, qui s'apprête à quitter notre monde. Et avant de quitter ce monde, il va bénir ses enfants. Il va bénir tous ses enfants, les Shvatim, les pères des 12 tribus, en leur attribuant chacun une bénédiction personnelle. D'accord, il ne leur fait pas juste une bénédiction classique. À chacun, il va donner une bénédiction spécifique. Alors c'est très intéressant de voir également qu'au travers des bénédictions, pour certains de ses enfants, il va également lancer des pics. Je veux dire, une bénédiction et des pics, ça ne va pas ensemble. Par exemple, Réhouven, et ça va être notre sujet, quand il va voir Réhouven, il va lui faire un reproche. Il va lui reprocher l'impulsivité qu'il a eue des années auparavant, quand, pour rappel des faits, Rachel est décédée. Yaakov avait 2 femmes et 2 concubines. Ces 2 concubines étaient à la base les servantes de ces 2 femmes. De Rachel et Léa, il y avait Bilha et Zilpa. Et dans une idée d'avoir plus d'enfants, pas juste pour avoir plus d'enfants, mais parce qu'il savait que son destin était d'avoir plus d'enfants, il a également eu des relations avec ces servantes-là qui ont donné 4 des 12 tribus. Nous dit la Torah que Yaakov Avinu alternait entre la tente de Léa et la tente de Rachel. D'accord, pas la tente, la tata, mais la tente dans laquelle ils habitaient à l'époque. Sinon, ce serait inquiétant. Mais il alternait entre les deux. Une nuit avec l'une, une nuit avec l'autre. Lorsque Rachel, et donc les servantes, en fait, n'étaient là que dans un but d'avoir des enfants, une fois qu'il a eu les enfants avec les servantes, il n'a plus de relation avec les servantes. Et une fois que Rachel est décédée prématurément, alors il avait placé en quelque sorte son deuxième lit, sa deuxième chambre, dans la tente de Bilha, qui était la servante à l'origine de Rachel, comme pour compenser le départ de Rachel. Et Réhouven, qui était l'aîné de la famille, et le fils de Léa, a ressenti cela comme un outrage envers sa mère, en se disant que maintenant que Rachel n'est plus de ce monde, il n'a qu'une femme légitime, qui est Léa. Donc il est censé être constamment avec Léa. Et nous dit la Torah que Réhouven, dans un geste impulsif, est allé dans la chambre de son père qu'il occupait avec Bilha, lorsque ceci n'était pas là. Il a pris le lit de son père et il l'a renversé, il l'a retourné pour montrer son mécontentement et qu'il n'était pas d'accord avec le comportement de son père. Et ça va lui être reproché. D'ailleurs, on dit que c'est à cause de cela que Réhouven a perdu son droit d'aînesse. Normalement, c'est le premier-né a une double part d'héritage. Et c'est encore la loi, normalement, en vigueur si on suit la loi de la Torah. Mais bizarrement, il ne va pas avoir double part. Qui c'est qui va avoir la double part? C'est Yosef. Puisque lors du partage de la terre d'Israël, eh bien, Yosef va avoir 2 parts, puisqu'il va avoir une part pour Ephraïm et une part pour Ménaché. Pourquoi? Parce qu'il a double part. Reuven va avoir une seule part. Donc il aura perdu son droit d'aînesse au travers de cet acte-là. Donc ça, c'était pour le rappel des faits. Yaakov Avinu, jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment de quitter ce monde, il n'a jamais dit un mot à Réhouven sur ce comportement-là. Il n'était pas d'accord, mais il ne lui a rien dit. Quand est-ce qu'il lui en parle? Juste avant de quitter ce monde-là. Alors, on peut être étonné d'ailleurs de dire que comment tu peux bénir tes enfants tout en leur faisant des reproches. Il va également réprimander Shimon et Lévi pour leur impulsivité qu'ils ont eu à Shechem et que ça allait leur jouer des tours. Alors, ce n'est pas le sujet ici, mais c'est intéressant de noter qu'au contraire, dans la construction d'une personne, il est primordial que, pour pouvoir avancer, de savoir qu'est-ce qu'on doit corriger. Et donc, en fait, une bracha, c'est quoi? Une bracha, c'est pas juste une bracha. Il y a la bracha comme on se souhaite, nous, des fois, on a parlé il y a un mois ou deux, de l'idée qu'est-ce que c'est une bénédiction quand on souhaite Mazal Tov à quelqu'un, pour ceux qui s'en rappellent, etc. On avait développé l'idée et le thème. Mais l'idée profonde d'une bénédiction, quand je souhaite quelque chose à quelqu'un, quelle est l'idée? C'est qu'il puisse se réaliser, qu'il puisse atteindre et exprimer son potentiel à son maximum. Parce qu'on a tous un potentiel qu'on doit, tout au long de notre vie, faire passer du potentiel au réel, en faire quelque chose
concret et pas juste que ça reste combien de personnes, combien de gens on va entendre et vous allez voir au fur et à mesure du temps que peut-être des gens à l'école, à l'université que vous voyez, que vous avez vu comme des gens doués d'un grand talent, dotés d'une grande intelligence extrême qui ne vont rien faire ni de leur intelligence ni de leur talent. C'est des choses que l'on voit tous les jours, que ce soit dans les milieux intellectuels, que ce soit dans les milieux sportifs pour des gens qui sont doués pour le sport, etc. Pourquoi? Parce qu'au final, avoir un talent, il n'y a rien d'exceptionnel. On est né avec une certaine forme d'intelligence ou pas. On est né avec des attributs physiques ou pas. C'est-à-dire que je ne choisis pas quelle va être ma force, si je vais être rapide, si je vais être grand, si je vais être petit, si je vais être coléré. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. Donc dire de quelqu'un qu'il est intelligent, il n'y a rien d'exceptionnel. De toute façon, il n'a pas choisi son intelligence. Par contre, lui, ce qui va être intéressant, c'est de noter est-ce que la personne a utilisé cette intelligence pour se construire dans sa vie, pour faire des choses belles, des choses nobles, des choses dont il pourra être fier plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait de ton potentiel? Le potentiel, c'est beau, mais un potentiel, ça ne sert à rien. Comme on dit, c'est un potentiel, donc ça reste en fait comme un article que tu achètes et que tu laisses au placard. Et en fait, la plus belle des bénédictions qu'on peut faire à quelqu'un, c'est que ça, en fait, l'idée d'une bénédiction, c'est de lui souhaiter qu'il puisse exprimer tout son potentiel et qu'au fur et à mesure des années, il y regarde ce que j'arrive à faire, à construire, à bâtir grâce à ce que j'ai, grâce à ce que mes parents m'ont légué, grâce au don que Akadosh Baruch Hu m'a donné lorsque je suis né. Ça, c'est l'idée. Et ça, c'est la vraie bénédiction, c'est de savoir, parce que quelqu'un qui a un QI, on va dire, dans la moyenne, ou qui n'est pas, il ne pourra pas changer son quotient intellectuel. Il est ce qu'il est. Maintenant, tu es capable de l'utiliser au maximum. Donc, en fait, en maximisant un potentiel, par exemple, un quotient intellectuel moyen, tu pourras faire plus de choses que quelqu'un qui a un quotient intellectuel exceptionnel, lui qui n'en fera jamais rien, qui restera sa vie derrière un ordinateur, je ne sais pas, bidouiller des programmes, et qui, au final, ne va rien faire. Vous voyez? Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée d'une bénédiction. Maintenant, pour justement atteindre cet objectif, de maximiser son potentiel et de l'utiliser à bon escient, il faut que je gomme les défauts qui le parasitent. Il y a des choses qui parasitent l'évolution de quelqu'un, l'évolution d'une personne. Ça peut être physique, ça peut être intellectuel, ça peut être environnemental, ça peut être tout un tas de choses. Maintenant, tant que je ne détruis pas ce qui gêne ma croissance, ce qui pollue ma croissance, parce que vous avez déjà entendu parler de certaines, par exemple, maladies infantiles qui fait qu'il y a des enfants qui n'ont pas une croissance linéaire, qui ont une mauvaise croissance. Et des fois, il y a des causes. Alors, je ne suis pas médecin, mais il suffit de regarder un petit peu ce qui existe. C'est qu'il y a des choses, des sortes de virus ou de malformations qui empêchent une personne de grandir normalement, de devenir un être humain normal, en termes physiques, je parle bien entendu. Eh bien, il y a des traitements. Donc, un traitement, ça va permettre quoi? Ça ne va pas l'aider à pousser plus, ça va juste enlever des choses qui parasitent sa croissance. Eh bien, c'est pareil dans la vie de tous les jours. C'est pareil dans ce qu'on veut réaliser. Vous avez fait des études, n'importe lesquelles. Vous avez fait des études de droit, d'accord? Vous avez fait des études de comptabilité. Vous avez votre diplôme. Mais ce diplôme, il ne me sert à rien, il faut que maintenant que je pratique. Mais si tu as des défauts, tu as des lacunes qui sont catastrophiques au niveau comportemental. Par exemple, tu es quelqu'un qui est tout le temps en retard, quelqu'un qui est désorganisé. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de travailler, mais tu vas être en stage dans une première boîte. Mais comme tu ne sais même pas où tu en es dans les tâches qu'on t'a confiées, au bout de ta période d'essai, tu ne vas pas être conservé. Pourquoi? Parce que le patron te dit, mais je ne peux pas travailler avec une personne comme ça, tu es intelligent, tu as ton diplôme. Mais au final, tu ne m'intéresses pas. Pourtant, lui, il a le même diplôme, l'autre, il a le même diplôme. Ça se trouve, j'ai eu des meilleures notes qu'une autre personne qui était dans la même promotion que moi. Mais si tu es mal organisé, c'est préjudiciable pour ce que tu veux faire de ta vie. Donc, tant que tu n'as pas gommé ces défauts, eh ben, tu ne pourras jamais exprimer. Donc, tu as exprimer ton potentiel. Donc, tu as un potentiel d'être un super comptable, mais il faut que tu gommes des défauts. Et si tu ne gommes pas tes défauts, tu n'y arriveras à rien. Donc, tu as beau avoir travaillé comme un forcené pendant des années pour valider tes études, des fois, ça ne te sert à rien. Donc, en fait, ça, c'est l'idée d'une bracha. L'idée d'une bracha, c'est de prier pour que la personne, elle gomme les défauts qui sont les siens pour qu'il puisse se développer. Yaakov Avinu, ici, en fait, quand il fait le reproche à Réhouven, dans quelle idée il lui fait? Ruben, pour toi, on parle de Réhouven, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il lui fait comme reproche? Pourquoi il lui fait ces reproches-là? Il lui rappelle quelque chose qu'il a fait pour dire qu'il ne pourra… Regarde déjà ce que tu as perdu à cause de tes défauts. Regarde ce que tu as perdu à cause de tes défauts. Mais pour que tu puisses continuer à grandir, à te développer, il va falloir que tu travailles là-dessus, mais d'une manière acharnée, parce que ce qui est inné en nous, les défauts qui sont innés en nous, c'est très très difficile de les travailler et de les modifier. Donc il y a quand même nous dans la bénédiction, au moment où il va quitter ce monde-là, il balance ce pic à Réhouven. Ça, c'est l'idée de pourquoi, au travers d'une bénédiction, que je vais te bénir, mais dans la bénédiction que je vais te faire, je vais te fracasser, je vais te casser. Ça a l'air paradoxal, mais nous disent nos sages qu'au contraire, c'est le meilleur moyen et c'est la plus belle bénédiction qu'un père puisse faire à son fils. Je suis là pour te bénir, et dans la bénédiction que je vais te donner, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir
obtenir en fait cette bénédiction-là. Mais que si tu restes tel que tu es à ce moment-là, tu arriveras à rien et tu resteras le même. Et donc finalement, la bénédiction ne servira à rien. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au moment où Réhouven vient devant son père pour le bénir. Parce qu'il faut savoir que Réhouven, c'est censé être l'exemple. L'aîné, il a toujours plus de responsabilités que les autres. Et Réhouven, il se doit d'être exemplaire. Il se doit d'être parfait par rapport aux autres tribus parce qu'il va être d'une certaine manière le garant de ses frères. Et d'ailleurs, il va commencer à le comprendre parce que vous savez que dans l'histoire de la vente de Yosef par ses frères, lorsque les frères de Yosef ont voulu se débarrasser de lui, les frères ont voulu le tuer. On ne va pas revenir sur cette histoire, il y a des raisons particulières pour comment ils en sont venus à vouloir tuer leur frère. Mais en tout cas, c'est la décision qu'ils ont prise. Et qui c'est qui a fait en sorte que Yosef ne soit pas tué? C'est Réhouven. Il s'est opposé. Alors pas aux 10 autres parce qu'il n'y avait pas Binyamin, mais aux 9 autres, il s'est opposé à ses 9 autres frères en disant on ne va pas tuer notre frère, c'est indécent de tuer son frère, ok on n'est pas d'accord avec lui, ok il y a peut-être toutes les raisons du monde de lui en vouloir Pourquoi? Bon, c'est l'histoire là-bas, mais on ne peut pas laisser faire. Et donc Réhouven il s'est opposé. Le rôle d'un Béchor, le rôle d'un premier-né, le rôle d'un grand c'est de défendre la patrie, de défendre l'intérêt de la patrie, c'est ce que Réhouven a commencé à comprendre après justement avoir commis cet acte qui semble quand même très préjudiciable pour lui parce qu'il a quand même perdu son droit d'aînesse et tout le reste de sa vie, ça va être de faire teshuva là-dessus et de prier chaque jour de sa vie pour être pardonné de ce qu'il a fait. Maintenant, revenons à notre sujet principal. Donc, on a ici Réhouven qui se présente devant Yaakov pour cette bénédiction. Et Yaakov lui fait ce reproche. Il lui dit, tu t'es laissé emporter. Tu as laissé ta colère et ta réflexion prendre le dessus sur le bon sens qui est le respect de ton père. Ton père, il a décidé de cohabiter avec Bilha, tu n'avais pas à te mêler de ça. Et son impulsivité lui a permis l'outrecuidance de, en quelque sorte, s'opposer de manière frontale et insolente à son père. Maintenant, la question ici que l'on pose, c'est que, pour mettre les choses dans leur contexte, cette faute-là, elle a eu lieu des années auparavant. Quel âge avait Yaakov Avinu lorsque a eu lieu la faute de Réhouven? Yaakov Avinu avait 99 ans. À quel âge il fait la bénédiction à son fils Réhouven? À quel moment on se trouve avant qu'il quitte ce monde-là? Quel âge il a, Yaakov Avinu? Il a 147 ans. Tu fais le calcul, 147 moins 99, ça fait 48 ans. Près de 50 ans plus tard. Près de 50 ans plus tard, Yaakov Avinu lui fait... Imaginez, on vous dit un truc 2 mois plus tard, vous dites, d'accord, ça va, c'est passé, on peut passer à autre chose. 48 ans plus tard, Yaakov, il lui ressort ça. Normalement, tu vois, on se dit, normalement, c'est les femmes qui aiment bien ressasser des trucs, à dire chasra, etc. dans les couples. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, d'accord? Bah, c'est des choses qui arrivent. Il y en a une fois, bon, c'est une blague, mais il arrive, sa femme, elle lui dit chérie, franchement, t'as pas été sympa quand on était chez tes parents. Tu n'as pas pris ma défense. Elle fait, de quoi tu parles? Bah, quand ma mère a dit que je subis ton influence et que je ne sais pas prendre une décision sans toi, tu aurais pu te dire non, c'est pas vrai, que comme je te laisse ta place, etc. Fait, mais chérie, ma mère elle est morte il y a 10 ans, de quoi tu parles? Fait, non, mais quand on allait chez ta mère à l'époque. Mais des trucs comme ça, là, j'ai exagéré le trait, mais on en voit tous les jours. Des femmes qui ressortent, il y a des maris qui sont comme ça, vous inquiétez pas, mais c'est plus une particularité de la femme de tout retenir. De tout retenir. Tout ce qui ne va pas dans le couple, elle le retient, elle le ressort au bon moment. Mais tu ressors quelques temps plus tard. Parce que combien de temps tu vas ressortir un truc? Parce que combien de temps tu vas ressortir? 15 ans plus tard, tu ressors le... Comment tu peux ressortir un truc 15 ans? Tu dis, tu es tombé sur la tête. Il y a 15 ans, on est passé à autre chose, non? Non. Yaakov Avinu, maintenant on parle de 48 ans plus tard. 48 ans plus tard, Yaakov Avinu sort à son fils. Tu te rappelles ce que tu as fait avec Bila? Au moment de la bénédiction. Je sais pas. Soit, c'est pas grave, tu te tais. Si c'est grave, tu dis sur le moment même. S'il y a quelque chose à dire, dis-le maintenant. Dis maintenant, parle maintenant ou tais-toi à jamais. Qu'est-ce que tu viens ressortir de quelque chose 50 ans plus tard? Ça, c'est ce qui est étonnant dans cette histoire-là. Alors, de me dire peut-être qu'il ne savait pas et qu'il l'a su plus tard. Non, on sait, parce que dans la paracha elle-même de la faute de Réhouven, qu'est-ce qu'il y a marqué? Marqué Vaishma Yaakov. Yaakov, il a entendu. Yaakov, il a entendu ce qui s'était passé, mais il a fait le choix conscient de ne pas faire quelques remarques qui soient à Réhouven. Alors quoi? Il a pardonné, puisqu'il n'a rien dit sur le moment, mais il a dit bon, c'est une erreur de jeunesse. Alors pourquoi tu reviens dessus 48 ans plus tard? C'est ce qu'on a besoin de comprendre ici. Alors, Ahmed, c'est que nos sages, en particulier Rashi, ont déjà penché sur la question. Il y a 2 réponses qui ressortent. La première, ce que dit Rashi, c'est que Yaakov, il avait peur d'une chose.
Jacob, il avait peur que Réhouven, à cause de cela, s'écarte un peu de son père. À cause de l'histoire qu'il y avait, déjà, il lui reprochait d'être allé avec Bila et de ne pas rester avec sa mère, et qu'en plus, il lui fait un reproche là-dessus que Réhouven, dans un élan de colère ou de vexation, aille chez son frère Esav, se rapproche de tonton, d'accord, de tonton, puis chez qui peut-être les choses, ce sera plus facile. Alors bien sûr que normalement, il y a un principe de reproche. Vous savez que dans la Torah, il y a une mitzvah de faire un reproche quand c'est nécessaire. Quand on voit quelqu'un qui s'égare, on a une mitzvah chaque juif, on dit Israël Arevim Zelazé. Chaque juif est garant d'un autre juif. C'est-à-dire que dès que je vois un juif qui est dans l'erreur, qui va se perdre, qui s'égare, que ce soit de la Torah ou même dans sa vie, tout simplement, quelqu'un qui fait des mauvais choix, on a un devoir de responsabilité d'aller voir la personne et lui dire fais attention à ton comportement, fais attention à ce que tu es en train de faire de ta vie, tu es en train de faire des mauvais choix qui vont te perdre, tu fréquentes les mauvaises personnes, tu vas rater, tu es en train de rater ta vie, tu es en train de rater tes études parce que tu as la tête ailleurs, parce que peu importe, ou bien que ce soit dans la Torah, dans la pratique de la Torah et des mitzvot, quand quelqu'un est en train de lâcher un peu la religion, la Torah, et que nous on est à côté, qu'on connaît ces personnes, on a ce devoir de lui faire le reproche, de lui faire la Torah, de lui dire attention. Alors, bien entendu avec la manière, mais ça c'est le principe de Israël Arevim Zelazé. Et il y a marqué également dans la Torah de Ochiach Tochiach et Amitecha. Tu feras les reproches qu'il faut à ton ami. Et Amitecha, on ne dit pas à ton ennemi, à ton ami. Quand tu as un ami, le véritable ami c'est quoi? C'est celui qui sait dire les choses en face. C'est pas celui qui se tait. D'ailleurs, il y a marqué dans le Mishnah Perkei Avot, que vous connaissez sûrement, il y a marqué Aselecha Rav ou Knelecha Chaver. Un juif, chaque juif, il doit avoir un Rav pour poser ses questions, mais il doit également avoir un ami. Maintenant, si vous faites attention aux mots, nos sages n'ont pas utilisé le même verbe pour les deux sujets, pour le Rav et l'ami. Le Rav Aselecha Rav, c'est que quoi? C'est que tu dois fréquenter un Rav qui va devenir le tien et qui saura te donner les bons conseils au moment où il faut. L'ami, on te dit, achète-toi un ami, si je traduis littéralement. Mais tu me dis, si j'achète un ami, si j'ai besoin de l'acheter, ce n'est pas un ami. Qu'est-ce que ça nous démontre? Que c'est très très difficile d'avoir un véritable ami. Un véritable ami qui se soucie de nous. C'est-à-dire que ça a un prix phénoménal. Tu te fais un rave, c'est facile, plus ou moins. Tu fréquentes une communauté, ton rabbin il est sympathique, tu as le téléphone, tu l'appelles, et si tu n'es pas content, tu vas dans une autre synagogue et tu auras. Les rabbinim, c'est pas ce qui manque. Alors vous allez me dire les amis non plus, on a plein d'amis, mais de vrais amis. C'est quoi des vrais amis? Des amis qui se soucient de vous, qui sauront répondre. Vous savez, on fait la blague. Si tu as un seul coup de fil à passer pour te sauver, quel ami il faut qu'il réponde, sinon tu meurs, quel ami t'appelle? Vous savez, cet ami-là que tu sais sur qui tu vas pouvoir te reposer toute ta vie. Il est rare, cette amitié-là est très très rare. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas cette amitié-là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce vrai style d'ami. La Mishnah, elle te dit que, en fait, ça veut dire quoi? Achète-toi un ami, que si tu as cet ami-là, eh bien, fais tout ce qu'il faut pour le conserver. Même si ça va te coûter énormément. C'est pas en mode tu vas lui donner, soit mon ami, je te donne 1000 euros. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que ça va te coûter des efforts, ça va te coûter de prendre sur toi. Mais la véritable amitié, elle n'a pas de prix. Mais pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi je ne peux pas me contenter du rave? Si j'ai un rave, bon, déjà c'est difficile d'avoir un rave, mais si j'ai un rave auquel je suis affilié et que je sais que je peux compter sur lui, je l'appelle. Pourquoi ça ne suffit pas et pourquoi j'ai besoin d'un ami? Parce qu'avec le rave, il y a une certaine forme de distance. Le rave, il ne s'immisce pas dans ta vie. Le rave, quand tu viens le voir, il te donne un conseil, etc. Mais l'ami, c'est quoi? C'est celui qui est avec toi au quotidien. C'est celui que tu appelles pour t'amuser, pour sortir, pour passer des bons moments, etc. Donc il est là constamment avec toi. Le rave, il n'est pas constamment avec toi. Donc imagine-toi, vous êtes parti en vacances. Le rave, il n'est pas là. Donc si tu t'apprêtes à faire une bêtise, tu es en couple, tu es en vacances avec tes potes, tu t'apprêtes à faire une bêtise, qui c'est qui va te retenir? Alors c'est ça la différence entre les vrais amis et les faux amis. Les faux amis, tu dis bon, ça je ne vais pas lui prendre la tête, il fait ce qu'il veut. Non, le vrai ami, il se soucie de toi, il sait que tu es en train de faire quelque chose de catastrophique. Il est capable de te secouer, de t'attraper même par le col de la chemise et de dire mais tu es en train d'abuser. Tu es en train de faire le fou. Ça, c'est un ami. Maintenant, qu'est-ce qui va responsabiliser l'ami? Israël Arevim Zelazé. On a un devoir de reprocher ce qu'il faut reprocher et d'être solidaires les uns des autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah ici, nous dire notre Ramim que clairement quand quelqu'un il s'égare, de faire la remarque. Question, qui rejoint ce qu'on a demandé tout à l'heure, pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas fait la remarque tout de suite à Réhouven dès qu'il a fait la faute? Réponse,
parce que ça dépend du contexte, ça dépend du moment, ça dépend de la sensibilité de la personne, et c'est ce qu'on va essayer de développer. C'est-à-dire que, oui, il faut faire des reproches, mais il y a des moments pour faire des reproches. Il y a des manières de faire des reproches. Imaginez, vous êtes pratiquant, vous faites Shabbat, et puis pour Shabbat ou pour Pessah, peu importe, vous avez invité l'oncle ou le cousin qui ne fait pas Shabbat. Il est à la maison. D'accord? Maintenant, vous ne le recevez pas souvent, il arrive. Et puis, vous vous apercevez que c'est Shabbat et qu'il a pris son téléphone avec lui. Si tu lui fais une remarque devant tout le monde, t'as pas honte, c'est Shabbat, tu as pris le téléphone avec toi, tu l'as perdu. Oui, mais j'ai un devoir, j'ai le devoir que quand quelqu'un s'égare, j'ai un devoir de lui faire le reproche. Alors je fais quoi? Je lui fais la remarque ou je lui fais pas la remarque? Ben, ça dépend. Ça dépend à quel point tu es proche, ça dépend à quel point il va se vexer, et ça dépend s'il y a du monde, il ne faut pas lui faire honte non plus. Donc tout est une question de contexte et de la personne que tu as en face de toi, de la sensibilité qu'elle a. Et ça, il faut avoir une intelligence développée, une intelligence de vie, pas une intelligence intellectuelle, une intelligence de vie, de sensibilité, pour savoir est-ce que je peux me permettre de le faire ou pas. Maintenant, ici, on parle de qui? On parle de Réhouven. Vous allez me dire, Réhouven, les Shvatim, vous savez ce que c'est, les pères des 12 tribus? Sur le pectoral du Kohen Gadol, il y avait leur nom qui était gravé sur les pierres précieuses. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. On parle de géants. On parle de géants spirituels. Nous, à côté, on est bidon, on n'est rien. Vous allez dire quoi? Réhouven, Yaakov Avinu, il a réfléchi à 2 fois avant de lui faire un reproche. Comment c'est possible que… Et en plus de quoi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit non, Yaakov Avinu, il avait peur qu'il parte avec Esav. Comment c'est possible que Yaakov Avinu, il ait peur qu'à cause d'une remarque, il parte avec Esav? Je ne sais pas. Imaginez, j'ai une personne, Bachou Yeshiva, il sort de Yeshiva, la chemise blanche, le chapeau, le machin, etc. Et tu te dis, si je ne fais pas attention à où est-ce qu'il met les pieds, avec qui il parle, il y a un risque qu'il abandonne toute la religion, qu'il abandonne tout. Est-ce que c'est possible? Tu vois, le gars religieux, il est à Torah, il fait l'office, machin, etc., toute la famille. Est-ce que tu te dis c'est concevable qu'à cause d'une remarque, la personne elle abandonne tout du jour au lendemain? À cause d'une remarque. Ça, c'est la question. Et on parle de Réhouven, qui a grandi chez Yaakov Avinu, qui était le père des tribus. Et encore une fois, pour grandir, il faut savoir apprécier les remarques. Parce que si vous appréciez jamais les remarques, vous ne saurez jamais grandir, vous ne saurez jamais progresser. C'est pour ça que, par exemple, quand on est marocain, on parle avec de grandes lacunes, parce que accepter les remarques, c'est compliqué. Mais, il n'y a pas que les Marocains, la vérité, qui n'acceptent pas, mais bon, c'est un travail plus grand chez ceux qui sont d'une certaine origine, on va dire. Je m'inclus dedans, ne vous inquiétez pas. On a tous du sang marocain de toute façon. Mais c'est ce qui va à tel point c'est important d'accepter les remarques. Il y a marqué dans la Gemara que nos sages disent que quelqu'un qui n'accepte pas les remarques, il n'a aucune chance de véritablement construire des relations stables. Parce qu'il y aura toujours des moments, des étapes dans ta vie où des gens ils te diront des choses sur ton mauvais caractère, sur tout ce que tu fais mal, que ce soit ton conjoint, que ce soit tes parents. D'abord, ça commence par les parents quand on est enfant, mais ensuite, c'est le conjoint et même les enfants. Vous savez, les enfants, ils sont capables. La vérité sort de la bouche des enfants dans le sens où, quand tu veux éduquer tes enfants, si tu leur dis des choses que tu ne fais pas, les premiers qui vont te les rappeler, c'est eux. C'est-à-dire que les enfants, c'est un miroir. Vous verrez, les attachants, vous serez parents. Les enfants, c'est votre miroir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser à dire « fais ce que je dis et fais pas ce que je fais ». Donc, à un moment donné, si toi, tu n'as pas travaillé cette capacité à encaisser les remarques quand elles sont constructives, positives et véridiques, tu vas droit dans le mur parce que tu vas t'opposer à tout le monde. À chaque fois qu'on va te faire une remarque, tu vas disjoncter, il ne restera rien. Alors, et pour terminer dans ce développement de la question, et en plus ce qui est encore plus étonnant, on dit ici que le risque était où? Que Réhouven, Yaakov a peur que Réhouven aille où? Que Réhouven aille chez Esav. Alors qu'il faut savoir que si vous analysez un peu Ilan, peut-être éteindre la clim, je trouve qu'il fait chaud, en plus ça fait un boucan. Ouais, juste là, tu vas voir sur le côté. Hein? Juste à gauche. Rejoindre Esav. Maintenant, qui c'était Esav? Esav, c'est l'opposé de Réhouven. Esav, c'est un voleur. Où est-ce qu'on voit que c'est un voleur? C'est que lorsque dans Parashat Toldot, Yaakov Avinu, il lui demande d'aller lui préparer un repas, il lui avertit, il lui dit « je veux que tu ailles chasser ». Pourquoi il précise « je veux que tu ailles chasser de toi-même et trouver un gibier ». Parce que si tu ne précises pas ça, Esav, il va aller servir dans le troupeau du voisin. Donc Esav, c'est un voleur patenté. Tandis que Réhouven, c'est l'opposé. On voit que Réhouven,
lorsque dans Parashat Vayetze, lorsqu'il est parti chercher certaines herbes à sa mère pour qu'elle puisse les consommer et être plus fertile, il y a marqué le passouk, il écrit que Réhouven a trouvé ces herbes-là. Pourquoi le passouk il emploie le mot Vaimtsa Réhouven? Il a trouvé Réhouven pour dire qu'il a dû chercher quelque chose dans un champ, dans des forêts qui appartenaient à personne. Donc c'est une trouvaille. Et pas juste il est parti cueillir. Donc dans le sens où pourtant il y avait ce qu'il fallait peut-être dans les champs du voisin, mais il est parti jusque dans la forêt pour trouver, pour être sûr qu'il volait personne. Réhouven même sur une herbe il vole personne. Donc en fait tu as quelqu'un qui est hyper honnête et on craint qu'il va rejoindre qui? Un bandit. Tu comprends? Si tu dis un contrôleur fiscal, il va rejoindre quelqu'un qui fait du blanchiment d'argent. Tu vois, il va travailler avec lui. Bon, ça peut arriver, d'accord, mais dans l'idée, on parle encore une fois sur des gens qui sont construits. Tu dis, c'est pas possible. Ça n'existe pas une chose pareille. Ça, c'est le premier point. Et en plus de ça, Esav, il a agi à l'opposé également de ce que Réhouven a fait, comme on a dit tout à l'heure. Esav, lui, il a voulu tuer son frère. Réhouven, lui, il a sauvé son frère Yosef. Donc en fait, comment tu peux concevoir qu'il y a un risque que Réhouven, il aille rejoindre Esav? Alors la première réponse, et on ne va pas s'attarder sur celle-ci, la première réponse c'est de se dire qu'en fait, dans l'idée, ce n'est pas vraiment qu'ils rejoignent Esav, mais qu'ils rejoignent plutôt l'idée, la mentalité de Esav. C'est quoi la mentalité de Esav? La mentalité de Esav, on la voit dès le départ dans sa relation avec Yaakov Avinu. Lorsqu'il revient un jour de la chasse, Yaakov Avinu est en train de préparer un repas. Et il a tellement faim qu'il dit à Yaakov, donne-moi ton repas. Et lui dit, non, mais il n'est pas pour toi le repas, il est pour papa. Je suis en train de préparer le repas pour papa. Et je m'en fiche, j'ai faim, je veux manger. Alors il dit, qu'est-ce que tu me donnes contre ce repas? Il lui dit, je te donne mon droit d'aînesse. Comme on a dit tout à l'heure, le droit d'aînesse, c'est une vraie valeur et matérielle et spirituelle. Le droit d'aînesse, en l'occurrence, ici, entre Yaakov et Esav, il donne des droits hérités de la terre d'Israël, dans le futur. Esav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je m'en fiche, je vais voir la Maba. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce monde-là. Donc, prends le droit d'aînesse et arrête de me casser les pieds. Donc, Esav, en fait, c'est que de la matérialité. Le reste, il s'en fiche. Il veut vivre sa vie comme il l'entend, sans prise de tête. Sans prise de tête. Ça, c'est la mentalité de Esav. Alors, Yaakov, il n'a pas peur que Réhouven, il part de travers au point de tout abandonner. Mais il a peur qu'il ait cette idée-là de vouloir plus profiter de la vie. En se disant peut-être que chez Yaakov Avinu, c'est trop exigeant. Ça va, j'ai fait une erreur. Ça va, j'ai fait une erreur, c'est quoi? Ok, j'aurais pas dû, j'ai manqué de respect à mes parents. Mais les erreurs, on en fait tous. Mais en fait, la sensibilité de Réhouven est telle que Yaakov craint qu'en lui faisant la remarque, il parte ailleurs. Il aille voir ailleurs. Et on a tous des fois ce genre de réflexion, vous savez, surtout quand on est dans la Torah et les mitzvot, et on voit le degré d'exigence qu'on nous demande, et il y a toujours à faire. Il y a toujours plus à faire. Vous savez, dans la Torah, on progresse, on avance, on fait au début, quelqu'un il fait rien, après il commence, je sais pas, il commence à manger cachère, ensuite il commence à faire Shabbat, et quand il commence à faire Shabbat, on lui dit oui, mais dans Shabbat, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, oui, mais porter, t'as pas le droit, et après on dit non, mais même trier entre tes pistaches et tes cacahuètes, t'as pas le droit, c'est une prise de tête. Et à chaque fois, je lui rajoute des limites, des limites, des limites. Imaginez que dans tout ça, le gars il progresse, et un jour je vais faire remarquer, non, mais même comme ça, t'es pas un bon juif, parce que tu dis pas assez, parce que tu pries pas assez bien et tu vas pas assez à la synagogue, etc. Donc, tu as deux sortes de personnages. Tu as ceux qui veulent progresser et donc ils vont accepter les remarques, et tu as ceux qui vont dire, ça y est, avec tout ce que je fais, ça y est, ça suffit pas. Imaginez, vos parents ils vous ont mis à l'école juive, comme la majorité sûrement d'entre vous, et qu'à un moment donné, ton père il te grogne parce qu'en Kodesh ça va pas. À un moment donné, tu en viens à regretter de ne pas être dans une école laïque, mais regarde, je vais avoir mon bac avec mention, etc. Ça te fait quoi si en Chumash, j'ai pas la moyenne, ou si en Dinim, en Halacha, j'ai 2 sur 20. D'ailleurs, tu m'aurais mis dans une école laïque, j'aurais eu que le français, j'aurais été excellent et tu m'aurais pas pris la tête. Donc en fait, tu préfères la religion, elle devient une contrainte. Donc à un moment donné, moi je veux bien progresser, mais si on me saoule à chaque fois que je fais un truc de travers. Donc en fait, ici, ce qui se joue, c'est notre relation à la Torah tout simplement. À quel point j'accepte le fait que je dois toujours me perfectionner. Maintenant, Yaakov, il a peur que Réhouven, il prenne mal la remarque, il dit, écoute, papa, je suis quand même un bon garçon, je suis quelqu'un d'honnête, j'ai fait une erreur, tu me prends la tête, bon, ça va, c'est une erreur de jeunesse. Donc qu'est-ce qu'il a peur, Yaakov? Il a peur que, c'est bon, la Torah, c'est pas pour moi, je vais rester honnête, je vais rester quelqu'un de droit, mais en profitant un peu plus de la vie. Ça, c'est la première réflexion le premier élément de réponse qui est donné par nos sages. Le deuxième, et c'est celui-là qu'on va développer, c'est l'idée que, en fait, d'un coup, quelqu'un, il ne peut pas tourner du jour au lendemain d'un coup. Ça n'existe pas que quelqu'un, à cause d'une remarque, il abandonne tout. Ça existe malheureusement sur des épreuves terribles des gens qui abandonnent tout. Moi, je connais malheureusement des gens qui ont eu des chocs terribles dans leur vie, des pertes de proches, etc., et qui malheureusement, qui les a amenés à remettre en question leur émouna, leur foi, et à abandonner. Ça peut arriver sur des chocs, mais sur une remarque.
Si il suffit d'une remarque pour que tu tournes, c'est qu'au final, au fond de toi, ta émouna, elle n'était pas assez développée, elle n'était pas assez profonde. Et donc en fait, il a suffi d'un rien pour te faire lâcher prise. Maintenant, Yaakov Avinu, il n'a pas peur que Reuven, du jour au lendemain, il devienne, on va dire, le goy parfait. Non, c'est pas ça. Mais malgré tout, si je t'ai touché sur quelque chose qui était important pour toi, parce qu'il faut comprendre aussi, il faut se mettre à la place de Reuven. Qu'est-ce qu'il a, Reuven? Pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'en fait, il aime sa mère tout simplement. Et il trouve en fait que c'est un manque de respect pour sa mère. Et donc en fait, si derrière tout ça, alors qu'il a agi par amour pour sa mère, son père, il lui fait une remarque, et qu'il le prend mal, Yaakov, il se dit peut-être que je vais le perdre. Ma relation avec lui, elle sera plus comme avant. Peut-être qu'il sera plus intéressé par tout ce que je vais lui transmettre, toutes les responsabilités que je vais lui donner par la suite pour leur âme Israël. Donc Yaakov est venu, il dit, moi j'ai trop peur. C'est un risque que je prends, que petit à petit, en fait, notre relation, elle s'effrite, et puis au fur et à mesure du temps, on va s'éloigner. Au début, d'accord, la distance, elle va être petite. Vous savez, mais quand on s'entend moyen avec quelqu'un, alors quand on le voit régulièrement au début, voilà, bonjour, au revoir, et puis petit à petit, si je suis vexé, eh ben on va s'appeler de moins en moins, et après on va se voir de moins en moins, et puis après, si ça se trouve, on va plus se voir du tout, et après, c'est comme un étranger pour nous. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des amis comme ça que, voilà, on était proches à l'école, et puis au final, maintenant, tu te rends compte que tu les croises dans la rue, c'est juste bonjour, au revoir. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, au final, une relation, même si on a été proches, si elle n'est pas construite et bâtie sur des raisons solides, sur une vraie amitié, eh bien finalement, c'est que parce qu'on se voit qu'en fait, qu'on est proche. Mais du moment où on ne se voit plus, il n'y a plus rien derrière tout ça. En fait, Yaakov, il a peur de ça. Il a peur que Reuven, il s'écarte. Et c'est quoi l'exemple? Sur quoi il s'appuie? Sur ce qui s'est passé avec Lot. Vous connaissez Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham Avinu. Ils étaient proches. Ils étaient très très proches les deux. À tel point que Abraham Avinu, quand il a fui, parce que Nimrod voulait le mettre à mort, donc il a tout quitté. Et Lot l'a suivi. Son neveu Lot l'a suivi également tout quitté. Tu as des problèmes. Je ne sais pas, imaginez demain, quelqu'un de votre famille, il a des problèmes en France, soit avec la mafia, soit avec le fisc, et il va terminer en prison, il s'enfuit. D'accord? Il va habiter en Israël. Bon, c'est un cas classique, hein, d'accord? Toute ressemblance avec des personnes, d'accord? Mais lui, il doit s'enfuir. Il va aller habiter en Israël parce qu'il ne veut pas terminer en prison. Ok? Quelque chose qui existe, c'est des cas qui sont arrivés, ok? C'est quelqu'un de votre famille, même vous l'aimez. Est-ce que vous dites, ouais, mais comme je ne vais plus pouvoir le voir, donc je vais aller moi-même habiter en Israël et je vais tout quitter ici pour pouvoir être à ses côtés parce que, même si je t'aime bien, t'es mon cousin, même ton père, des fois des parents. Non, mais moi j'ai ma vie ici, donc toi tu subis les conséquences de tes décisions et de tes actes. Moi je n'ai pas subi, et puis on gardera contact, c'est pas grave. Lot, lui, il abandonne tout. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous montrer la proximité qu'il y avait entre Lot et Abraham Avinu. Lot l'a suivi, Lot a tout abandonné. Et à l'époque, quand tu abandonnais ton pays, c'est que tu revenais jamais, parce que les distances étaient phénoménales, tout était à pied, c'était des voilà, et tu emmenais rien avec toi, quoi. C'est tout sur place. Lot suit Abraham Avinu. Ils nous disent nos chachamim que Lot il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Abraham Avinu. Dire cluster panim, comme ça nous disent les mots de la Torah. Et on ne parle pas de physique ici, parce qu'on s'en fiche du physique dans la Torah. Quand on dit que il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Abraham Avinu, c'est dans son caractère, dans ses midotes, dans sa volonté de faire du bien autour de lui, le chesed, l'achnasat ochim. Et au final, où est-ce que Lot a terminé? À Sédom. L'endroit du pire. D'accord? Sédom, c'est pour vous donner une idée, c'était Cancun, Ibiza, Las Vegas, tout mélangé. D'accord? C'était d'accord, tout le mal qui puisse exister. D'accord? Maintenant, comment tu peux passer d'être quasiment la seconde moitié d'Abraham Avinu et tu termines à Sédom? À cause d'une histoire. Quelle histoire? L'histoire des bergers. Vous la connaissez? Lot avait des troupeaux, Abraham Avinu avait des troupeaux. Maintenant, les troupeaux d'Abraham Avinu étaient muselés pour ne pas qu'ils aillent manger dans le champ qui ne leur appartenait pas. Les bergers de Lot, c'est même pas Lot, les bergers de Lot laissaient faire et Lot ne leur disait rien. Abraham il a dit, moi je ne peux pas supporter et accepter le vol. Quelqu'un qui vole, il n'a pas sa place avec moi. Donc il est allé voir Lot, il lui a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. L'autre, il a dit pas de problème, tonton. Il est parti, il a choisi cette direction. Il n'est pas devenu un habitant de Sédom du jour au lendemain. Mais il est allé à Sédom et petit à petit, il s'est complètement éloigné des valeurs d'Abraham Avinu. Tout ça pourquoi? Pour une histoire. Pour une histoire qui a mal été jaugée, appréciée. Peut-être est-ce qu'Abraham Avinu aurait pu utiliser d'autres moyens pour régler le problème? En tout cas, les remarques d'Abraham Avinu ont blessé Lot au point que Lot s'égare et aille à l'opposé d'Abraham Avinu. C'est incroyable. Ça rejoint l'exemple que je vous ai ramené tout à l'heure. Imaginez, encore une fois, vous recevez quelqu'un de pas religieux chez vous un Shabbat et que vous lui faites cette remarque. Et que s'il le prend mal, c'est fini. Vous ne le revoyez plus. Quoi, tu me fais honte comme ça dans tout le monde? Ça ne se fait pas.
Yaakov, il a peur de ça. Yaakov, il a peur de la remarque qu'il va mettre de la distance entre lui et Reuven. Alors, encore une fois, c'est pas d'un coup, mais ça, dans sa tête, ça peut tourner. Et puis après, au final, c'est des petits changements qui vont amener à prendre la distance et même Reuven à se détacher des Shvatim. L'idée, c'est que quand on fait une remarque, il faut savoir comment tu l'as fait. Les Chachamim, par exemple, ils ont été très pointilleux sur également le fait de menacer quelqu'un, de menacer par exemple les enfants. Les enfants, quand on les menace, ça les marque. Parce qu'il y a marqué comme ça, il y a marqué que jamais il faut menacer quelqu'un. Pourquoi jamais il faut menacer quelqu'un? C'est-à-dire que si tu fais une remarque, soit tu fais la remarque, soit tu fais rien. Mais jamais, nous disent nos Chachamim, par exemple, tu prends ton enfant, c'est terrible de dire à un enfant, tu vas voir ce que je vais te faire. Quand tu dis comme ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Pourquoi? La Agma ramène un exemple qui est arrivé. C'est qu'un père, une fois, il voulait punir son enfant, il lui a dit attention, tu vas voir la punition que tu vas avoir, elle va être terrible. J'arrive à la maison, vous connaissez, j'arrive à la maison, c'est ta fête. L'enfant, il a eu peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré de la maison, il est tombé dans un trou et il est mort. C'est l'histoire que la Torah elle ramène, que la Gemara elle ramène. Maintenant, tout ça pour dire quoi? Que la menace, elle fait plus de mal que l'exécution d'une punition. Donc si tu veux punir, tu punis. Si tu ne veux pas punir maintenant, tu te tais. Pourquoi? Parce que la peur que tu vas véhiculer, elle aura un impact négatif 100 fois plus pire que l'impact de la punition elle-même. Donc la Torah te dit, attention quand tu ouvres ta bouche, quand tu fais une remarque à quelqu'un. Tu peux déterminer l'avenir de cette personne, surtout quand ils sont enfants. Quand ils sont enfants, ça les impacte de manière incroyable, négativement et positivement en fonction du contexte, en fonction de ce qu'ils ont fait. Donc il faut bien peser le pour et le contre. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, pareil, quand il va quitter ce monde-là, avant que leur âme Israël rentre en terre d'Israël, c'est à ce moment-là qu'il leur fait les reproches sur la faute du veau d'or, sur le fait qu'ils sont mal comportés avec les explorateurs, etc. Pourquoi Moshe Rabbeinu il attend la fin? Parce qu'en fait, il ne voulait pas les dégoûter de la Torah et des Mitzvot. Ah, vous allez me montrer, il y a un contre-exemple. C'est quoi? C'est Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, il leur a fait la remarque également avant de quitter ce monde-là, Yaakov Avinu, mais il leur a également fait une remarque tout de suite après l'exécution de la ville de Shechem quand ils ont mis tout le monde à mort. Pourquoi? Parce que ça dépend du caractère. Ça dépend de la personne qui est en face de toi. Shimon et Lévi, Yaakov Avinu, il a jugé que Shimon et Lévi étaient assez blindés dans leur tête et que c'était des guerriers, des hommes durs et qui savaient où ils voulaient aller et donc il a jugé qu'il fallait leur faire la remarque à ce moment-là. Donc c'est pour ça que là, Yaakov, il n'a pas pris de gants. Mais Reuven, avec sa sensibilité, c'est différent. Encore une fois, quand tu veux faire une remarque à quelqu'un, il faut juger trois choses. Il faut d'abord juger le caractère de la personne. Est-ce que la personne elle est sensible? Est-ce que la personne elle est susceptible? Ou est-ce que la personne a la capacité de le faire? Ensuite, dans cette sensibilité-là, comprendre que, par exemple, un homme, une femme ne réagissent pas différemment. Par exemple, des hommes qui font des remarques à une femme que ce soit sur le physique, sur la manière de cuisiner, c'est terrible. C'est pour ça que souvent on dit aux garçons que une fois que vous êtes mariés, quand vous avez un plat devant vous, et en plus, mais il y en a qui ne le comprennent pas, c'est ça qui est terrible, que quand une femme, elle vous a fait, quand votre femme, elle va vous faire plus tard vos plats, même si ce n'est pas super bon, jamais tu dis que c'est pas bon. Jamais. Pourquoi? Parce qu'une épouse, quand elle cuisine, pour son mari, pour ses enfants, elle met sa neshama dedans. Elle met toute sa sensibilité, toutes ses émotions, elle le met. Et donc toi, quand tu lui fais une remarque, c'est pas assez bien cuit, c'est mauvais ingrédients, c'est machin, etc. C'est pas comme ma mère, alors c'est pire. Quand je dis c'est pas comme ma mère elle fait, tu l'as tuée, tu l'as enterrée vivante. Mais en fait, tu la blesses profondément. Il y en a un, il est venu me voir, c'était il y a 2-3 semaines, quelqu'un de la communauté, il vient me voir, il me fait mais alors, Rav, si c'est pas bon, je suis obligé de le dire. Non, t'es pas obligé de le dire, tu fermes ta bouche. À quoi je le mange? Je me dis oui, tu manges et tu te tais. Ouais, mais comment ça, on va me refaire le même? Ouais, déjà sur le moment, tu manges et tu te tais. D'accord? Et une fois que tu as mangé ce plat, 2-3 jours plus tard, tu lui ressorti du travail il y a 2-3 jours. Pourquoi? Parce que tu as une sensibilité, tu es quelqu'un qui a... Donc en fait, quand la personne, elle te sert le plat qu'elle a fait, mais ça peut être pareil pour ta mère, pour tes parents, pour ta grand-mère, quand elle te l'a fait, elle te sert. Elle attend quelque chose, voir ton sourire, que tu es content de manger ce plat. Donc en fait, tu lui casses tout en faisant une remarque. Maintenant, 2-3 jours plus tard, c'est passé, elle ne se rappelle même plus. Donc tu peux faire, ça serait bien peut-être que tu assaisonnes un peu plus, que ce soit moins cuit, plus cuit. Mais une manière de faire. Tu vois, la même remarque, tu casses la personne. On me dit, ah, ça va, il ne faut pas abuser, on parle d'adulte. Oui, mais déjà, un homme n'est pas comme une femme n'est pas comme un homme. Donc, il y a une manière, ça, il faut l'intégrer. Et même chez les femmes, toutes les femmes sont différentes, et chez les hommes, tous les hommes chaque homme est différent l'un de l'autre. Donc ça, c'est intégré. Et Yaakov Avinu, pareil, dans les schémas éducatifs. La pire des erreurs, c'est de reproduire ce qu'on a fait avec un enfant. Souvent, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ça ressent, et en plus, c'est souvent le premier qu'on va dire, dans les familles, ce n'est pas tout le temps le cas, j'avoue,
Mais grosso modo, c'est souvent le premier, ça marche un peu plus que, de manière, encore une fois, c'est peut-être 70%, 80% des familles, mais le premier, il y a plus de facilité. Pourquoi en général il y a plus de facilité? Parce qu'il a été seul pendant un bout de temps, donc du coup les parents ils sont occupés plus, et donc du coup, d'accord? Et les parents, mais les parents ils pensent pas ça, ils pensent que c'est leur schéma éducatif qui est exceptionnel, excellent, et qui a fait que le premier il a réussi. Mais ça c'est un danger phénoménal pour plein de parents, et ça se concrétise, et je le vois de mes propres yeux, qu'ils vont reproduire pareil avec le deuxième. Ils vont dire mais ça marche avec le premier, donc mon système éducatif il est excellent, regarde les résultats qu'il a à l'école, regarde comment tout le monde, comment il a apprécié, etc. Donc maintenant tu vas essayer de reproduire pareil avec le deuxième. Mais le deuxième, il n'est pas du tout comme le premier. Déjà, tu n'as pas le même temps à passer avec le deuxième qu'avec le premier. Et en plus de ça, même si on est frères et sœurs, ou on est deux frères ou deux sœurs, on n'a pas le même caractère. On a des aptitudes différentes. On a une mentalité différente. On a des traits de caractère différents. Une tête différente. Maintenant, tu as deux styles de parents. Tu as les parents intelligents et les parents, on va dire, moins intelligents. Les parents intelligents, ils comprennent dès que ça commence à bugger que tu vois bien que ça ne marche pas comme avec le premier. Alors, deux possibilités. Soit ils disent, c'est lui, c'est un abruti, donc on va persister jusqu'à qu'il comprenne, mais ça c'est l'erreur. Ou bien tu comprends que non, ça ne marche pas, c'est pas nous qui faisons des erreurs, ni lui qui fait une erreur, c'est juste qu'il faut qu'on s'adapte. Pourquoi? Parce que j'ai un enfant différent du premier en face de moi. La plupart, ils ne réagissent pas comme ça. La plupart, ils persistent et ils signent jusqu'à qu'ils voient que c'est trop tard, quoi. Parce qu'un enfant, il grandit, et à chaque fois on le stigmatise, on dit que c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute, et il a grandi en entendant tout le temps que c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Alors que non, tu dois remettre en cause ton schéma éducatif, tes idées reçues. Pourquoi? Parce que tu vois que ça ne va pas. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas la même personne. Donc pareil au niveau des remarques, on revient sur notre idée de la remarque. La remarque, elle doit être adaptée à la personne que tu as en face de toi. Maintenant, qu'est-ce que Rouven il peut aller chercher chez Esav? Peut-être tout simplement le kavod. Prends le kavod, parce que je suis premier-né. Mon père, il me remballe. Il me dit que j'ai perdu mon droit d'aînesse. Et en plus de ça, on dit que je suis un pourri, je suis un vaurien, je suis mal élevé. Donc Réhouven, c'est quoi le danger? C'est qu'il va chercher le kavod qu'il n'a pas chez lui, il va le chercher ailleurs. Et le kavod, ça veut dire un kavod dans une famille, c'est quoi? Mais les familles, elles se déchirent pour du kavod. Deux frères sont capables de s'entretuer pour du kavod, deux associations sont capables de s'entretuer pour du kavod. On raconte la Gemara, elle raconte, il y a l'époque des rois, à un moment donné, le royaume d'Israël a été scindé en deux. Il y avait le royaume de Judée, qui était dirigé par la lignée de David Améler, et il y avait le royaume d'Israël. Donc il y avait 2 tribus d'un côté et 10 tribus de l'autre. Le roi du royaume d'Israël, c'était le roi Jérovam. On dit de lui qu'il était d'une intelligence phénoménale et le seul qui le dépassait, c'était le roi Shlomo, le roi Salomon. Mais sinon, c'était quelqu'un d'une exceptionnelle intelligence. Mais malheureusement, il s'est égaré. L'idolâtrie a commencé à être répandue et développée dans la terre d'Israël à partir de cette époque-là. Et il a fait fauter le Ham Israël complètement dans la débauche, dans l'idolâtrie, etc. Mais Akadosh Baruch Hu a eu pitié de lui. D'ailleurs, s'il l'a nommé roi, c'est parce qu'il avait certains mérites. Et il a voulu le sauver. Donc il a envoyé le Navi, le prophète, pour lui dire de se remettre sur le droit chemin, qu'il avait en lui un potentiel exceptionnel, qui pouvait vraiment revenir vers Hachem et que la tchouva sera acceptée. Et le Navi, qu'est-ce qu'il lui dit, le Navi? Comme ça, c'est rapporté. Le prophète vient le voir et lui dit, j'ai un message d'Akadosh Baruch Hu. Il dit que si tu fais tchouva, non seulement ta tchouva elle sera acceptée, mais dans le monde futur, une fois que tu seras là-haut, tu te promèneras aux côtés du fils de Ishaï, c'est-à-dire David Améler, avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il va se promener, il y aura toi avec lui et David Améler. Pourquoi il lui dit ça? Pour lui dire que cette tchouva sera intégralement acceptée. Parce que sinon, tu ne peux pas concevoir d'être auprès d'Akadosh Baruch Hu, alors que tu as été idolâtre, si ce n'est que ta tchouva est acceptée. Et quelle va être la réponse de Jérovam? Il dit, ok, on va être auprès d'Akadosh Baruch Hu dans la Gan Eden. Mais qui de nous deux sera le plus près d'Akadosh Baruch Hu, sera en tête? C'est qui de nous deux qui sera en tête? Et le Navi lui répond, il dit, ce sera David Améler qui sera devant toi. Alors il dit, ça ne m'intéresse pas. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être numéro 2, je veux être numéro 1. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à faire tomber le peuple dans l'idolâtrie. Il va construire des veaux d'or pour pas que le peuple ils aille au temple pendant les fêtes, parce que le temple était dans le royaume de Yehuda, dans le royaume de la lignée de David Améler, et donc il voulait garder le peuple chez lui, pas qu'ils aillent pèleriner ailleurs, et comme ça il va faire tomber tout le monde. Tout ça à cause de quoi? D'un principe de kavod. Maintenant,
ce kavod-là, c'est quoi? Comment ça se traduit? Ça se traduit par l'estime de soi. Maintenant, l'estime de soi, quand elle est mal placée, elle peut faire des biens à un homme. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout éliminer. Parce que, encore une fois, on a expliqué que l'idée du reproche que Jacob n'a pas fait à Reuven, c'est pour pas que Reuven soit détruit intérieurement et qu'il sente qu'il n'a pas le respect qui lui est dû. Alors, elle est où la jauge? Jusqu'à quel point? Puisqu'on voit avec Yerovam que finalement, la recherche du kavod et de l'estime de soi peut entraîner la perte d'un homme. Alors, je vais revenir à une histoire qu'on rapporte à propos du Chafetz Chaim. Il est marqué comme ça que le Chafetz Chaim, une fois, il voyageait en train. Et dans la cabine dans laquelle il était, tu sais, à l'époque, les trains, c'est comme les trains qu'on prenait à Deauville, c'était des petits compartiments comme ça, là. Et dans le compartiment dans lequel il était, il y avait un homme, un autre juif, et il commence à converser pendant tout le trajet. Et il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire à Radin? Il se rendait dans la ville de Radin. D'accord? Et il lui dit, j'ai envie de rencontrer le grand tzaddik, le Chafetz Chaim. Il ne savait pas qu'il avait en face de lui, parce que maintenant, nous, on a les photos, etc. Mais à l'époque, quand il y avait un grand rab, on entendait, mais on ne savait pas à quoi il ressemblait. Il lui dit, je vais rencontrer le Chafetz Chaim. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire chez le Chafetz Chaim? Pourquoi est-ce que tu veux le rencontrer? Il dit, j'ai besoin d'une bénédiction pour ma réussite. Et on m'a dit que ces bénédictions, elles marchaient énormément. Et donc, j'ai envie d'avoir sa bénédiction. Et le Chafetz Chaim, dans sa modestie, qui était en face de lui, il lui a pas dit, je suis le Chafetz Chaim. Donc, il lui dit, le bonhomme, il dit, est-ce que vous savez où il habite? Il lui dit, bien sûr, je sais où il habite. Et il dit, quand on arrive sur place, est-ce que vous pouvez me montrer la route pour m'indiquer sa maison? Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais la vérité, c'est une perte de temps. Vous dites, pourquoi c'est une perte de temps? Il dit, je le connais. Il n'est pas. Et sa réputation le dépasse, mais il ne vaut pas sa réputation, quoi. Laisse tomber ses brachot, tu peux aller voir d'autres tzadikim. Et là, il dit, mais comment vous pouvez parler comme ça du tzadik, de Chafetz Chaim, dont la réputation le précède, qui est un homme exceptionnel? Comment vous pouvez Vous n'avez pas honte? Vous êtes un mécréant. Il commence à l'insulter de tous les noms. Jusqu'à qu'ils arrivent sur place. Donc le reste du trajet se passe en mode très très froid. Et puis ils arrivent sur place. Et puis bien entendu, il y avait un grand accueil des gens qui étaient là pour accueillir le Rav et l'amener chez lui. Et là, quand ils arrivent sur place, il comprend sa mégarde et il comprend l'erreur qu'il a fait. Et donc il va se voir le Chafetz Chaim, il demande Mechila, etc. Et le Chafetz Chaim dit, bien sûr, je suis Mochel, il n'y a pas de problème. Mais le Chafetz Chaim, il explique de là que, c'est le Chafetz Chaim, c'est celui qui a écrit toute la halachot sur le Lashon Hara, et c'est la référence. Il dit, j'ai appris également de là une chose exceptionnelle, que non seulement, bien entendu, c'est assourd de raconter du Lashon Hara, mais c'est également assourd de raconter du Lashon Hara sur soi-même. Parce que regardez où ça amène, parce que la personne a fait des insultes, etc. Donc même sur soi-même, il ne faut pas raconter du Lashon Hara. Parce que, voilà où ça peut amener. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, alors bien sûr que, chaque juif a l'obligation de ce qu'on appelle faire un cheshbon hanefesh. C'est quoi un cheshbon hanefesh? C'est se remettre en question régulièrement, faire une introspection pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre vie, où est-ce qu'on avance bien, etc. Ça peut être surtout dans le domaine de la Torah. Est-ce que je suis le juif que j'aime, idéal? Est-ce que je suis conforme à mes valeurs? Mais pas que dans la Torah, même quand au cours de votre vie, vous êtes au milieu d'une année d'études, déjà fait un bilan, on arrive à la moitié de l'année, c'est les vacances, de fin d'année. Regarde, est-ce que tu as réussi la première partie de l'année? Qu'est-ce que tu as validé? Qu'est-ce que tu n'as pas validé? Pourquoi? Parce que si tu ne te retournes pas sur tes échecs et également tes succès, eh bien finalement tu avances comme ça, comme un aveugle, et c'est un peu au hasard. Pour pouvoir progresser et mieux rentabiliser ton temps, il faut que tu apprennes de tes erreurs. Donc il faut toujours se retourner un peu sur ce qu'on a fait et se poser les bonnes questions. Nous disons ça, que quelqu'un qui ne se remet jamais en question, il ressemble à un animal. Pourquoi un animal? Parce qu'un animal, il ne se remet jamais en question. Un animal, il a une routine. Il se lève, il dort, il mange le matin, après il refait la sieste, il se relève, il remange, il reboit, il dort, d'accord? Il a des bébés, machin, etc. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un animal. Nous, on n'est pas des animaux. Nous, on n'est pas juste censé conserver une routine, la même tout le temps, la même manière de travailler, la même manière de prier, la même manière de fonctionner, la même manière de faire des mitzvot, la même manière de parler. Non, un juif, il se doit tout le temps d'être dans cette recherche permanente. Et par contre, il ne faut pas trop la pousser. C'est-à-dire que si tu es trop dans la remise en question dans le sens en disant tout ce que je fais c'est mal, c'est également mauvais. Pourquoi? Parce que tu vas briser la confiance qu'il y a en toi. Et si tu brises la confiance qu'il y a en toi, tu risques de te perdre également de la même manière. Donc les deux extrêmes sont à bannir. C'est quoi les deux extrêmes? C'est-à-dire avoir trop confiance en soi, être trop sûr de ce qu'on est, de ce qu'on vaut, de ce qu'on fait de notre vie, mais également ne pas être dans l'opposé de tout le temps tout remettre en question. Parce que si je remets tout en question, eh bien au final, je n'avance pas parce que je suis dans une déprime totale. Imagine, quand tu progresses, on reprend l'exemple qu'on a ramené tout à l'heure de la religion.
Quelqu'un, il commence à faire Shabbat. C'est dur, Shabbat. Ok, tu travailles, tu fais. Ensuite, on te dit, tu dois travailler tes traits de caractère, être moins colérique, être moins de fainéant. Vas-y, c'est du boulot. Et tu le fais. Et ensuite, on te dit maintenant, il faut travailler Kibbout Avaim. Oh là là, c'est du boulot de jamais manquer de respect à ses parents, de toujours bien parler, de jamais élever la voix, de jamais dire un mot de travers. Et ensuite, on va te dire, ah, maintenant, tu sais quoi, que tu as fait tout ça, maintenant, il faut que tu ailles prier à la synagogue plus régulièrement, il faut que tu ailles étudier des cours de Torah. Donc, tout ça, c'est dur. Maintenant, si à chaque fois tu te casses, tu dis, mais regarde, tout ce qu'il y a à faire, finalement, qu'est-ce que j'ai réalisé? Mon Shabbat, il est bancal parce que je ne connais pas la moitié de la halachot de Shabbat. Mes parents, je n'arriverai jamais à me contrôler parce que ma mère, à peine elle ouvre la bouche, j'ai envie de lui mettre un… D'accord. Comment tu vas faire pour avancer? Travailler mes midotes, je ne sais pas, moi, je suis colérique. Comment je vais travailler? C'est hyper dur de ne pas se mettre en colère. Depuis que je suis petit, je suis habitué à dire des gros mots. Comment moi, je vais arrêter de dire des gros mots? Donc, si tu t'arrêtes sur tes échecs, à constamment te retourner sur ce qui ne va pas, tu vas lâcher à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent sur des gens, par exemple, qui veulent faire une chouva trop rapide. Eh ben, ils voient qu'ils n'y arrivent pas parce que le changement est trop dur. Et d'un coup, on vaut mieux rien faire. On a ça pour certaines personnes. D'un coup, ils disent, c'est trop difficile. C'est trop difficile, j'arrive pas à faire les choses, j'arrive pas à avancer. Et donc, tu abandonnes. Alors, l'équilibre, qu'est-ce que je dois faire? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme disent nos sages, qu'un enfant, tu le repousses avec la main gauche et tu le ramènes avec la main droite. Ça veut dire quoi? Que la main gauche, en général, c'est la main la plus faible. Bien sûr, il y a les gauchers qui vont dire, d'accord, mais je dis en général, 90% de la population mondiale est droitière. D'accord. Donc, quand on parle de droite et de gauche dans la Torah, c'est pour dire que la gauche, c'est la main faible. D'accord. Quand tu pousses avec ta main, tu pousseras moins fort avec la main gauche qu'avec la main droite. Donc, c'est ça l'idée. Quand tu repousses ou quand tu fais une remarque, tu le fais avec la main gauche, et quand tu ramènes et que tu donnes le compliment et que tu fais avec la main droite. C'est-à-dire que le compliment, le positif, il doit être toujours plus fort que le négatif. C'est logique. Si tu veux être en positif, tu progresses, plus 2. Après, quand tu fais le reproche, moins 1. Après, plus 2, moins 1, plus 2, moins 1, etc. De cette manière-là, tu as une progression linéaire et continue. Et que même si tu as des problèmes à arranger et à changer, à modifier, eh bien, tu pourras le faire, tu pourras continuer à avancer parce que tu vois que tu avances. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que je dois constamment regarder qu'est-ce que j'arrive à faire de ma vie. Et au final, dans ta vie, tu fais des choses. La question, c'est quel est ton degré d'exigence par rapport à ce que tu es en train de faire de ta vie. C'est-à-dire que si tu places la barre à 100, tu n'y arriveras jamais à 100. Donc comme tu n'atteindras pas les 100, tu vas déprimer parce que j'y arrive pas. C'est impossible. Mais si tu places la jauge à 20, à 30, à 40, tu vas pouvoir atteindre cette jauge-là. Tu vas pouvoir atteindre certains objectifs. Et en atteignant ces objectifs-là, eh bien, ça te donnera la motivation d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut. Mais pourquoi? Parce que tu as la satisfaction d'avoir réussi quelque chose. Vous commencez vos études. Vous êtes à la première année. Je ne sais pas, imaginez ceux qui font médecine. Des fois, ils en ont pour 10 ans. Okay, tu as deux possibilités. Tu as soit le gars, il voit que les 10 ans. D'accord. Je veux être chirurgien, donc je vois c'est dans 10 ans. J'ai fait 1 an. D'accord. Déjà, 1 an, c'était galère. Mais en fait, j'ai rien réalisé. Donc, si tu t'arrêtes sur ta première année, tu te déprimes. Tu n'as même pas encore véritablement commencé tes études. Tu as envie de tout lâcher. D'ailleurs, il y en a qui lâchent. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui lâchent? Parce qu'ils sont tout le temps en train de regarder ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre. Mais avant ça, et c'est ça la clé, c'est regarde d'abord ce que tu as réalisé. Regarde d'abord ce que tu as réussi à mettre en place. Et pareil, j'ai envie de dire que quand vous mettez des choses, quand vous fixez des objectifs, fixez-vous des objectifs réalisables, atteignables, même facilement. Vous allez dire, mais si c'est facile, ce n'est pas un objectif, mais bien sûr que si. Parce qu'un objectif, même s'il a l'air tout petit, du moment que vous l'avez atteint, vous avez une satisfaction personnelle déjà, et ça va vous construire votre confiance en vous. Donc pour toutes les personnes, parce que c'est une question qui revient souvent, qui me disent « j'ai pas confiance en moi », déjà, regardez premièrement ce que vous avez déjà fait dans votre vie, et pour le futur, placez-vous des objectifs, donnez-vous des objectifs qui sont facilement atteignables. Vous allez dire « c'est du gâteau ». Oui, mais on s'en fiche. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est construire la confiance d'une personne. Tu réalises des tâches. Petit à petit, un enfant, quand il apprend à marcher, il fait d'abord un pas, il fait 2 pas, il fait 3 pas. Et plus il fait des pas, plus il a envie d'aller loin. Tu ne demandes jamais à un enfant qui apprend à marcher directement de faire 1 kilomètre. Non, c'est impossible. Sinon, il va dire non, l'objectif c'est que tu atteignes ce kilomètre. Il va essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il va voir qu'il va réussir, il va dire j'abandonne. C'est mort. Donc pareil, par exemple, quelqu'un qui veut faire Shabbat, c'est hyper dur Shabbat. Par exemple, moi je conseille une fois à quelqu'un quelque chose de très simple. Pourquoi tu regardes le Shabbat comme un paquet? Commence par une chose toute simple. Tu sais quoi? La lumière chez toi, touche pas à la lumière à la maison. C'est pas compliqué. Les toilettes, tu mets un scotch sur l'interrupteur, tu le laisses allumer pendant Shabbat. C'est compliqué à faire. Est-ce que tu es obligé d'éteindre et d'allumer la lumière?
Tu éteins avant Shabbat la lumière dans ta chambre. Tu allumes la lumière dans le salon. Déjà, tu n'as pas touché la lumière pendant Shabbat. C'est facile ou c'est pas facile? C'est facile. Tu peux le faire. Et sans que ça empiète sur peut-être ta volonté de quand même continuer à toucher ton téléphone, commence par une chose. Une deuxième chose, de toute façon, les repas de Shabbat, ils sont cuisinés avant Shabbat. Ça te coûte quoi de brancher la plata et de dire voilà, le plat de Shabbat, je ne le touche pas? Ah oui, mais ça ne veut rien dire, je ne fais pas tout Shabbat. Commence par ça. Ça ne te coûte rien. Tu prends la plata, tu mets ta casserole dessus. Tu as évité de cuire pendant Shabbat, de cuisiner ou d'allumer le feu ou d'allumer la gazinière pour réchauffer ton plat. C'est facile. Je vous en trouve des dizaines des exemples comme ça. Parler de quelqu'un qui veut, pareil, dernier exemple pour Shabbat, mais porter, ouais, c'est difficile, moi j'ai l'habitude de porter. Les clés, c'est facile. Moi, il y a quelqu'un à la synagogue comme ça, il ne fait pas Shabbat, mais il vient avec ses clés. Il me dit, mais c'est trop difficile, machin, etc. Je lui dis, mais ça te coûte quoi de mettre tes clés sur une ceinture de Shabbat? Ça te coûte rien. Tes clés, tu les auras avec toi, c'est juste éviter de les porter. Oui, je sais pas, c'est pas grave, au moins ça, tu l'as fait. Ben, fais-le. Viens pas avec la kippa à la synagogue, prends une kippa à la synagogue. Pourquoi tu as besoin de prendre ta kippa de chez toi? Oui, je mets pas la kippa dans la rue. Mets pas la kippa dans la rue, mais mets pas la kippa dans la poche, tu en trouveras une à la synagogue. C'est plein de choses qui sont faciles. Et alors, une fois que tu l'auras réalisé, tu seras content de ce que tu as fait. On va parler du Lashon Hara. C'est très difficile de garder sa langue toute la journée. Combien de mots on dit dans une journée? Mais fixe-toi un temps. Fixe-toi un moment. Genre de telle heure à telle heure, une demi-heure. Tu seras content de l'avoir fait. Ah, la tsniout. Au lieu de mettre en été un débardeur comme ça, mets un t-shirt. Ouais, mais c'est pas vraiment tsniout parce que c'est jusque là. Ok, mais tu auras fait un effort. Et l'effort va construire ta confiance. La confiance, elle se bâtit petit à petit, en déterminant des objectifs qui sont réalisables. Parce que si dès le départ je me dis ouais je vais faire tout ça, tu n'arriveras à rien. Je vais faire Sefer Tehillim tous les jours. Non. Perek Shira tous les jours. Ça ne marchera pas. Tu vas rater une fois, tu vas dire j'arrive pas, j'abandonne, donc je ne fais plus rien. Au lieu de faire un Sefer Tehillim, fixe-toi 2 Tehillim. Et si tu fais plus, tu fais plus. Mais ton objectif c'est de faire 2 Tehillim. Je me dis ouais je fais rien dans la religion, machin, etc. Mais chaque personne a fait quelque chose. Je dis, t'as fait quoi depuis ce matin? Dis, raconte-moi. En une heure, tu peux avoir fait une tonne de mitzvot. Déjà, tu as fait Modani. Ensuite, tu t'es lavé les mains, tu as fait Netilat Yadayim. Donc, tu as fait une autre mitzvah. T'es un garçon, tu as mis les tefilines, tu as fait une autre mitzvah. Tu as fait 2 télim, tu as fait une mitzvah. Donc, tu es capable de progresser. C'est très facile de progresser. Maintenant, effectivement, si toi, ton objectif, c'est de faire tout d'un coup, de faire les 3 prières, de ne pas dire Lashon Hara toute la journée, de prier Béminyan, tu vas le faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, maintenant, comment ça se fait que je lâche? Parce qu'en fait, j'ai pas de confiance en moi. Pourquoi j'ai pas de confiance en moi? Parce que je réalise rien. Donc en fait, il faut que tu réalises que tu réalises. Mais pour réaliser que tu réalises, eh bien, il faut que tu te fixes des objectifs à ta portée. Ça, c'est l'idée ici. C'est l'idée qu'on doit développer. Et ça, c'est la confiance. C'est la confiance qu'un homme, une femme doit bâtir tout au long de sa vie pour pouvoir avancer. C'est palier par palier. Tu as avancé, regarde, il y a 5 ans où tu étais dans la religion. Regarde ce que tu as réussi à faire en 5 ans. Eh bien, dis-toi que si tu as fait ça en 5 ans, imagine-toi si tu rajoutes encore 5 ans ce que tu vas réaliser. Maintenant, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Le problème, c'est que les gens, ils ont envie d'aller plus vite que la musique. Mais ça n'arrivera jamais. N'arrivera jamais plus vite que la musique. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, il faut laisser le temps au temps. Quelqu'un qui fait médecine, il ne devient pas docteur en 2 ans. C'est impossible, même s'il est surdoué. Ok? C'est strictement impossible. Donc, toi, ton objectif, ta première année, c'est de réussir ta P1. Deuxième année, c'est de valider ta deuxième année. Troisième année, c'est de ta troisième année. Quelqu'un qui veut faire expert comptable, il ne dit pas j'ai 5 ans devant moi. Moi si je passe par un BTS, d'abord 2 ans, après je verrai. Dis-toi, après je verrai. Une fois que tu as ton BTS, tu es content. Tu fais après ta troisième année, tu as ta licence. Une fois que j'ai ma licence, finalement j'ai que 2 ans, c'est facile. Voilà, j'ai déjà fait 3, j'ai ma licence, donc 2 ans c'est facile. Mais si dès le premier mois tu regardes le bout des 5 ans parce que je veux atteindre les 5 ans, parce que je veux avoir une fiche de paye comme ça, c'est bon, tu déprimes au bout de 2 semaines. Tu ne peux pas y arriver. Rabbi Akiva, il s'est construit comme ça. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva il est parti étudier à Yeshiva. Sa femme a laissé partir une fois il était marié, il avait déjà les enfants. Après 40 ans, il est parti étudier. Et pendant 12 ans d'affilée, il est parti étudier. C'était le deal avec sa femme. Et quand il revient au bout des 12 ans, et sa femme elle est avec une copine à la maison. Il ne rentre pas tout de suite, il reste à l'extérieur parce qu'il attend qu'il ne veut pas déranger sa femme avec sa copine. Et il entend la copine de sa femme dire à sa femme mais je ne sais pas comment tu as fait, partir 12 ans sans voir ton mari, c'est pas comme maintenant. Tu prends l'avion, tic-tac, tu vas voir ta famille en Israël, c'était juste à cliquer sur Internet, d'accord, sur Go Voyage, tu achètes ton billet, tu pars. Non, avant quand tu partais, tu partais. Je dis comment tu as pu laisser partir ton mari pendant 12 ans? Elle dit mais écoute, si c'était à refaire, non seulement je le referais, mais s'il arrivait maintenant, je lui dirais de repartir pour 12 ans. Rabbi Akiva, il n'a pas ni une ni deux, il est même pas rentré, il est reparti directement pour 12 ans. Il est revenu au bout de 24 ans.
Et la Gemara demande pourquoi Rabbi Akiva n'est pas rentré pour dire bonjour à sa femme ou de repartir. Parce que c'est pas pareil 12 plus 12 que 24. Forcément, quand tu es sur ta lancée, tu dois continuer sur ta lancée. Mais si dès le départ il avait dit 24, il ne les aurait pas fait. Donc il a fait 12 et ensuite il a eu l'opportunité de faire encore 12, alors il a fait encore 12. Bâtir sa confiance. En fait, une confiance, elle se construit et elle se déconstruit très facilement. Quand on est enfant, ça dépend souvent de nos parents. Bien sûr, ça dépend de nos parents. Il y a des parents malheureusement qui brisent la confiance de leurs enfants en disant t'es nul, t'es bidon, t'es machin, surtout pardon, quand ils disent regarde ton frère, regarde ta soeur, comment elle a réussi. C'est fini, tu l'as tué le gosse. Parce que tu es toujours dans l'élément comparatif, dans la comparaison, tu auras toujours quelqu'un de mieux. Mais ce n'est pas parce qu'on a une confiance qui est brisée qu'on ne peut pas la rebâtir. Maintenant, ce que je vous dis ici, c'est que c'est très simple. Il suffit d'un rien. Ça commence par vous-même. Comment dire, apprécier ce que vous faites. Une fois que tu apprécies ce que tu fais, eh bien, tu commences à reconstruire ta confiance. Tu apprécies ce que tu fais. Maintenant, comment je vais apprécier ce que je fais? En te fixant des objectifs qui sont à ta portée, qui sont réalisables. Donc, commence par savoir ce qui est réalisable dans ta vie, facilement atteignable. Tu vas atteindre un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs. Et finalement, petit à petit, tu vas bâtir cette confiance. Yaakov Avinu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait la remarque à Reuven? Pour ne pas briser sa confiance. Pour ne pas briser la sensibilité qui était en lui. Shimon et Lévi, ces 2 autres frères, ce pas les mêmes. Ils avaient un autre caractère. Donc, Shimon et Lévi, je peux être plus vindicatif avec eux. Mais Reuven, je ne peux pas, il est sensible. Alors, pourquoi je le fais à la fin de sa vie? Pourquoi à cet âge-là, à 148 ans, à 147 ans, il le fait? Parce que maintenant, à 147 ans, c'est un adulte, il s'est construit, il sait qu'avant de quitter ce monde-là, ce que je lui dis, c'est que pour son bien. Parce que j'ai aucun intérêt derrière, parce qu'il y a Avinu sait qu'il va quitter ce monde-là. Avant ça, il va dire ouais, c'est mon père, c'est un tyran. Non, c'est pas un tyran, il part, il est en train de mourir. Donc ce qu'il te dit maintenant, c'est que c'est sûr, c'est pour ton bien. Jamais un père il va laisser un message négatif à son fils et qu'il ait une mauvaise image de lui avant de partir de ce monde-là. Maintenant, il faut comprendre que d'ailleurs, toute la construction de la Torah, elle repose en premier lieu sur l'estime que j'ai de moi-même. Donc construisez votre estime et ensuite vous verrez que même par rapport aux autres gens, vous serez plus agréable, vous verrez les autres d'un œil plus mielleux, plus tendre. Vous savez, il y a une halakha qui est très connue dans la Torah. Ve'ahavta l'iracha kamocha. Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nos chachamim disent, et c'est une réalité, c'est une vérité absolue, que pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer, vous ne serez jamais capable d'aimer les autres. Donc commencez par vous aimer, vous apprécier. Alors il ne faut pas être, comment on appelle ceux qui... narcissique, ouais, il ne faut pas être narcissique. Il ne faut pas aller dans l'extrême. Mais on doit d'abord construire l'estime de soi. L'estime de soi, c'est en sachant ce que je vaux, ce que je peux réaliser et ce que je vais réaliser. Et en réalisant ce que j'ai envie de réaliser, là, je vais m'apprécier, je vais pouvoir me regarder dans un miroir, je suis fier de ce que je réalise. Et là, du coup, d'ailleurs, souvent, ceux qui sont tout le temps mesquins, petits d'esprit, avec un œil aigri, c'est souvent ceux qui, eux-mêmes, dans leur vie, ça se passe mal, qui n'ont rien dans leur vie qui leur donne satisfaction. Donc, comme ils sont malheureux dans leur vie, donc ils veulent rejeter leur malheur sur les autres. La plupart des gens, c'est comme ça. Et c'est malheureux parce qu'il ne faut pas du tout évoluer et grandir, avancer dans la vie comme ça. Donc, Be'ezrat Hashem, construisez votre estime, développez votre estime de vous-même, soyez fiers de vous-même, et Be'ezrat Hashem, vous allez voir toutes les portes qui vont s'ouvrir à vous très, très rapidement. Avant de leur dire de servir, à mon avis, ça doit être prêt à l'intérieur, mais ils sont en train de discuter, j'entends qu'ils doivent débattre du shiur sûrement. Pour ceux qui n'ont pas vu, parce qu'il y en a qui disent ouais, on ne voit pas les annonces, etc. Bon, parce que prochaine, peut-être il y en a qui ne passent pas autant de temps que certains sur les réseaux sociaux, mais voilà, on a un voyage qui est prévu à Marseille, un week-end dans un mois, très sympathique. On part le vendredi matin, on revient le dimanche après-midi. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup quand il y a des voyages, quand il y a des trucs, etc. Ça, c'est le prochain qu'on met en place. Il y a encore quelques places, on n'a pas des tonnes de places, on a déjà la moitié qui est partie en 24 heures. Voilà, ceux qui sont intéressés, ben voilà, contactez-nous, il n'y a pas de problème. Il y a encore quelques places, c'est ouvert à tout le monde. Le voyage est ouvert à tout le monde, Be'ezrat Hashem. Même Montpellier, hein, si vous voulez. Le trajet le plus court là, depuis Montpellier. Vous venez ou pas? Be'ezrat Hashem. Et puis n'oubliez pas que vous avez la salle là-haut avec le baby-foot, la PlayStation, parce que les dernières semaines, je vois qu'il y en a pas mal qui ne savent pas et qui restent en bas, ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc elle est ouverte, vous pouvez en profiter. Bon appétit à tous, même s'il n'y a rien à manger pour le moment, on va leur dire de servir. Alors, c'est bon, c'est parti.